de notre histoire. Mémoire du Gabon, un rendez-vous à ne pas manquer tous les dimanches à 14h10 sur les antennes de Radio Gabon, la référence. Auditeurs de Radio Gabon, votre émission Mémoire du Gabon, fréquence 88.7 et 96.5. Suite et fin de la série d'émissions consacrée à Monsieur Judas Niam Mandandi Boussamb et à son ouvrage L'histoire du Gabon de ses origines à 1964. Il s'agira pour nous, dans ce dernier numéro, de jeter un regard sur les causes et conséquences des grands voyages européens, d'examiner la marche vers l'indépendance, après l'indépendance jusqu'en 1964, date qui marque le coup d'État relatif à cette période, mais également la fin de l'ouvrage de M. Judas Niam Mandandi Boussamb. Je suis en compagnie, mesdames et messieurs, de Didier et Makaya du côté de la réalisation technique Emmanuel Maouité. Moi, bien entendu, je suis Eli Ndjelebo. Mesdames et messieurs, merci que de nous recevoir chez vous une nouvelle fois. Je l'annonçais, nous sommes en compagnie, bien entendu, de monsieur Gildas Mandandi, Gildas Niam Mandandi Boussamb. Il est l'auteur de l'ouvrage L'histoire du Gabon de ses origines à 1964. Monsieur Judas, bonjour. Bonjour Monsieur Linjalabo, bonjour Monsieur Didier Makaya. Voilà, merci. Donc, Didier, je crois qu'il a déjà fait le service, je ne vais plus refaire le service. C'est le cas de le dire, Eli. Okay. Merci à toi, Gildas. Alors tout de suite, nous allons amorcer le débat consacré, bien entendu, la dernière partie de votre ouvrage. Nous avons abordé il y a quelques temps la première partie, nous nous sommes arrêtés aux causes et conséquences des grands voyages. Donc nous allons aborder cette période jusqu'à la fin, examiner votre ouvrage en profondeur. On ne va plus dire que les médias ne travaillent pas pour les concitoyens que vous êtes. Merci. Voilà, donc tout de suite, nous allons jeter un regard sur les causes et conséquences des grands voyages. Alors parlons toujours de ce que nous a annoncé ou apporté la connaissance. Vous dites, monsieur Judas Niam, que les raisons réelles ne sont pas celles qui nous ont été annoncées, c'est-à-dire celles d'apporter la connaissance aux Africains, mais plutôt des raisons économiques et religieuses. Oui, effectivement. Alors d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation sur cette deuxième émission. Et aussi remercier ma maman qui me suit actuellement, qui écoute avec attentif votre émission. Ah bon, Mémoire du Gabon. On espère que ce n'est pas simplement pour vous qu'elle l'écoute et qu'elle sera une auditrice fidèle. Effectivement, qui s'appelle Digabi Marie-Francie. Ah, okay. Alors pour répondre à votre question, oui, effectivement, il y a ce constat-là qui revient, qui est redondant en fait, que lorsqu'on lit l'histoire, on nous apprend en fait que les Européens sont arrivés en Afrique pour des raisons purement pour la transmission du savoir ou venir aider l'Africain. Alors que lorsqu'on lit l'histoire et on consulte les documents, on se rend compte qu'en fait, à cette période-là en Europe, il y avait non seulement la guerre arabo-musulmane, et cette guerre-là, justement, a fait en sorte que l'Empire espagnol voulait prendre en revers l'Empire musulman. Et du coup, c'est de cette stratégie-là pour prendre le dessus sur l'Empire musulman que les Européens, on va dire les Espagnols, ont découvert les côtes africaines. Et donc, par ricochet, on découvert aussi les richesses qu'il y avait sur le territoire. Et comme aussi en Europe, il y avait une demande en matières premières, dont l'or et le bois précieux. Et du coup, cette découverte-là a entraîné d'autres conséquences que nous connaissons aujourd'hui maintenant sur les principales raisons qui ont poussé les Européens à venir dans notre continent et à découvrir le continent de fond en large.
Alors, il y a un certain nombre de noms. Ce sont les Portugais, bien entendu, qui les premiers découvrent les côtes gabonaises. Oui. Et vous précisez dans votre livre un certain nombre de noms qui portent jusqu'aujourd'hui les noms de ces explorateurs qui ont découvert les côtes gabonaises. Oui. On parle du cap Esterias, on parle du cap Santa Clara, du cap Lopez, de Sété et Kama, mais également même du mot Gabon, du nom Gabon. Oui. Alors effectivement, donc quand les Européens, donc il faut se remettre dans le contexte. Hein. Quand les Européens sont arrivés, c'est Henri le Navigateur qui est un noble espagnol qui a financé justement cette recherche-là d'inciter justement des navires à venir vers le continent africain pour venir découvrir justement les richesses et pour accroître encore sa richesse. Et donc de ce fait, au fur et à mesure que les Portugais ont exploré les côtes africaines, ils sont arrivés à l'île de Sao Tomé et Principe qui est à quelques kilomètres du Gabon. Et de cette île, ils ont établi justement ils ont établi un pied-à-terre dans cette île, et de cette île, ils ont commencé à commencer leurs explorations. Exactement, merci du mot, leurs explorations sur le continent. Alors, le nom Gabon qu'on porte aujourd'hui, qui vient du mot Gabao, et en fait, n'est pas la carte du Gabon que nous connaissons aujourd'hui. Cette carte-là, elle a été établie suite à la conférence de Berlin lors du partage de l'Afrique. Par contre, le nom Gabon vient effectivement de l'entrée du Komo, le canal du Komo. Oui, le canal du Komo. Effectivement, qui permet justement d'accéder à l'intérieur de terre dans l'Ambaréné en passant par Ndjolé. Et donc, c'est cette entrée-là que l'on devrait normalement appeler Gabon. Gabon, voilà, effectivement. Donc, cette entrée-là ressemble au col du manteau qu'on utilise en hiver au Portugal, qui s'appelle Gabao. Et donc, c'est de ce col-là qui découle le nom de Gabao et qui a été franchisé. Aujourd'hui, le territoire 667 km carrés. Si ma mémoire est bonne. Effectivement. Alors, entre autres, Monsieur Judas Niam, vous dites également que ainsi aujourd'hui l'Afrique reste après toutes ces mutations, l'Afrique reste toujours un réservoir en matière première dont elle dispose à leur guise, donc les Européens disposent à leur guise quand elles veulent, jusqu'aujourd'hui. Oui, en fait, le constat est tout simple. C'est pas pour lancer la pierre sur les opérateurs économiques qui viennent investir chez nous. Est-ce que vous serez un peu, on va dire, un peu nationaliste? Non, du tout. C'est le constat. En fait. C'est le constat. Lorsqu'on constate, par exemple, la gestion du port, on sait que c'est Bolloré qui gère le port. Bien et donc entendu. Bolloré, je ne crois pas qu'il jusqu'à présent il a fait sa demande de naturalisation. Mais c'est pas du militantisme, c'est juste un constat. Et le constat, il n'est pas là pour lancer la pierre parce que grâce à Bolloré, il y a des emplois qui sont créés. Bien entendu. Et la société aussi se développe. Il est intelligent, il est malin en plus. Non, du tout. Non, en fait, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que les principales raisons qui font que les Européens, et même nous-mêmes aujourd'hui qui sommes devenus, qui sommes des intellectuels, qui avons fait des études, on est capable de justement, en amenant cette bagage, cette matière grisâtre, qu'on est capable de venir mettre en place maintenant sur le territoire, et justement nous-mêmes commencer à exploiter les différentes richesses. Il n'y a pas que le bois, il n'y a pas que le pétrole. Il y a aussi par exemple la noix de palme. Bien entendu. Il y a l'huile de palme qui est là, il y a l'odica et autres. Donc toutes ces matières-là, même la matière végétale. J'ai discuté aujourd'hui avec un compatriote qui me parlait justement de recycler le plastique. Donc toutes ces connaissances-là, on les a maintenant aujourd'hui, donc on peut les utiliser. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui on reste, comme vous le dites dans votre ouvrage, toujours un réservoir à venir puiser pour les Européens? Parce que je pense qu'il y a une équation qu'on n'a pas réussi à résoudre, celle de mettre en adéquation le patrimoine intellectuel, les ressources humaines qu'on a, et derrière la transformation de ces ressources. Et les ressources qui sont en face justement pour pouvoir les transformer et mieux les valoriser. On les valorise déjà mieux, mais mieux les exploiter pour pouvoir justement au fur et à mesure tirer les choses vers le haut. Je rappelle aux auditeurs de Radio Gabon que nous sommes en compagnie de Monsieur Judas Niam Mandandi Bousemble. Il est l'auteur de l'ouvrage L'histoire du Gabon de ses origines à 1964. Didier, nous vous écoutons. Oui, c'est bien. Tout à l'heure, Judas, vous parliez du Gabon qui reste toujours un réservoir. Quand je dis le Gabon, je vois l'Afrique francophone et peut-être même l'Afrique qui dépend anglophone, des lusophone. Voilà. Alors, comment c'est arrivé? Vous parlez à un moment donné dans votre ouvrage du partage de l'Afrique. Oui. Peut-être restituer ce moment de l'histoire qui fait encore souffrir l'Afrique à ce jour, notamment le Gabon?
Justement, c'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire de notre pays pour connaître et comprendre d'où on vient et qui nous sommes aujourd'hui. Alors, avant de devenir, donc, il y a la découverte du canal du Congo qui d'où porte le nom de Gabao. Mais le nom Gabon se résumait uniquement, en fait, avant d'être Gabon aujourd'hui, il était d'abord un fort d'Aumale. Et donc, et ce nom est uniquement dédié, en fait, c'est un clin d'œil au duc d'Aumale, cousin du roi de France, je crois. Alors, de ce duc d'Aumale, donc, l'établissement du fort a favorisé justement l'esclavage, a permis d'implanter aussi la colonisation et par la suite de créer la ville que nous avons aujourd'hui, la ville de Libreville. Et à ce moment, le Gabon se résumait jusqu'à ce niveau-là. Alors, donc, il n'y a pas que les nations européennes, il n'y a pas que les Français qui sont venus en Afrique pour découvrir et pour exploiter aussi les richesses de l'Afrique. Il y a aussi d'autres nations européennes. Mais pour éviter le conflit entre nations européennes, les Européens vont s'asseoir autour d'une table et vont essayer de proposer quelque chose pour éviter des conflits entre eux. Et c'est ce qu'on appelait la conférence de Berlin. Alors, cette conférence-là, qu'est-ce qu'elle a permis de mettre? Et la conférence de Berlin, elle est très bien expliquée dans nos livres d'histoire, donc elle est très bien documentée. Par contre, qu'est-ce que nous, Africains ou Gabonais, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette conférence? C'est uniquement, ça permet uniquement de donner l'opportunité aux Européens de pouvoir établir des règles entre eux pour éviter des conflits. Et donc chaque relief ou fleuve, en tout cas quelque chose qui avait une certaine visibilité, permettait de marquer la frontière. Et donc à l'issue de cette conférence-là, il a été établi que les fleuves, les grands fleuves qu'on connaît, tels que le fleuve Congo, va être des zones internationales. Et donc le fleuve, non, on comprend bien entendu. Le fleuve justement va permettre justement de limiter les deux capitales qu'on connaît aujourd'hui, Kinshasa et le Congo et Brazzaville, mais d'autre part aussi a permis justement de limiter par exemple d'ouest en est les limites du Gabon, avec par exemple le mont Monda, avec la Guinée équatoriale, ou au sud avec les différents fleuves, par exemple le fleuve Langougné qui va aller juste à se jeter du côté de la mer dans le Congo. Donc ces limites-là vont justement permettre de façonner aujourd'hui la carte que nous connaissons. Et ça va de même avec les autres pays voisins, que ce soit les deux Congos, que ce soit la Centrafrique et autres. Est-ce qu'on peut dire que nous souffrons encore aujourd'hui de ce partage de l'Afrique? Oui, effectivement, je pense que nous souffrons parce qu'il y a toujours lorsque les frontières ont été tracées, les Africains n'ont pas été mis à contribution. Et donc, les villages, même les habitants d'un même village, du fait que les villages étaient peut-être séparés de quelques kilomètres, la frontière en fait en sorte que ces personnes-là, c'est comme une espèce de mur de Berlin, on va dire. Et donc, ces familles-là qui étaient des familles, aujourd'hui, sont considérées maintenant comme des individus de nationalités différentes. Et donc nous, par exemple, lorsqu'on va voir un Congolais au Gabon, alors qu'à l'époque de l'Afrique équatoriale française, la Centrafrique, par exemple, c'était le lieu où on envoyait tous les opposants politiques. Donc ça veut dire qu'il y a des Gabonais qui sont allés là-bas, qui ont vécu, qui ont même laissé leur progéniture là-bas. Et donc aujourd'hui, par exemple, à la suite de ce travail, je vois mal, par exemple, faire une différence entre un Centrafricain, un Gabonais ou un Camerounais, ou même une autre nationalité, ou bien même en Afrique de l'Ouest. On parlerait plutôt d'une Afrique comme le voyait un peu Kadhafi, les États-Unis d'Afrique. Moi, je dirais plutôt, ma référence serait plutôt Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah. Voilà, effectivement. Alors là, vous posez un jugement également dans votre livre. Oui. Vous dites, en effet, nous avons cette qualité ou maladresse de voir, c'est vraiment vous jugez l'Africain, hein, nous avons cette qualité ou maladresse de voir en l'autre quelqu'un de bien. De ce fait, nous offrons ce que nous avons à celui-ci afin de lui être agréable sans prendre en compte ses intentions véritables. C'est l'image que vous avez de l'Africain, celui qui ne juge pas l'autre ou celui qui accepte l'autre tout de suite sans se méfier. C'est ce qui a conduit peut-être à notre perte, c'est ce que vous voulez dire en substance. Alors, il faut prendre ces propos ou ce texte comme quelque chose d'assez positif et de nous faire comprendre, de nous faire comprendre. Prendre conscience. Comprendre, effectivement, même prendre conscience de ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, pourquoi je dis ceci? Dans nos coutumes, on a faut accueillir l'autre.
Ouais, il faut accueillir l'autre, mais lui être agréable pour que la personne se sente à l'aise chez vous. Bien entendu. Alors, sauf que cette hospitalité qu'on propose, on ne se doute jamais de quelles sont les intentions de la personne qu'on accueille chez Bien soi. entendu. Pourquoi je le dis? Les explorateurs, je prends par exemple Paul Duchahut, qui est arrivé dans le sud du Gabon, qui a découvert le royaume de Fougamou. Ce monsieur-là, il a été accueilli, et même le mot Mitangani a été son premier qualificatif quand il est arrivé au royaume de Fougamou, le royaume des Échira. Alors, ce monsieur-là, quand il a lancé ses explorations dans le continent, à l'intérieur du continent, parce qu'avant, le Gabon se résumait qu'à Libreville. Et donc là, quand il a lancé ses explorations dans le continent, la conséquence était laquelle? Lui, il allait vendre les croquis, les schémas, la matière première qu'il découvrait, le bois précieux, la cire, le caoutchouc, aux puissances européennes ou bien aux grands empires commerciaux européens. Par ricochet, nous ne nous doutions pas. En tout cas, je parle des Gabonais de l'époque qui n'avaient pas justement ce recul-là de voir que ces matières premières, justement, nous pouvons les vendre et nous développer. Parce que bien entendu que c'est également du TOC. Il faut rappeler qu'à cette époque, notre économie n'était pas basée, c'était pas une économie capitaliste comme on la voit aujourd'hui. Nous, on était uniquement basé sur, et on va dire même entre griffes, le troc, c'est même pas du troc, c'est-à-dire que quelqu'un dispose de quelque chose, parce que les mots quand même ont du sens. Et parfois, on transpose les mots, et parfois les mots, quand on les utilise, n'ont pas la même dimension qu'à la base, que la racine du mot. Donc nous, il y avait plutôt un échange, et c'est pareil pour le mot, par exemple, esclavage. Il y avait plutôt un échange entre les produits de l'un avec les produits de l'autre. Donc on ne peut pas parler d'esclavage avant l'arrivée des Européens. Effectivement. Et pourtant, dans différents documents, on parle bien d'une forme d'esclavage avant l'arrivée des Européens en Afrique et au Gabon. Alors moi, notamment les prisonniers de guerre. Effectivement. Mais un prisonnier de guerre, déjà, c'est pas un esclave. Donc, déjà, le mot un prisonnier de guerre n'est pas forcément un esclave. Ils étaient cédés. Oui. Peut-être pas vendre, mais alors, ils étaient cédés. De ce fait, donc, il faut quand même qu'on définisse qu'est-ce qu'on entend par un esclave. Bien entendu. D'accord. Il y a des conditions. Je pense qu'il y a quand même une bonne matière historique déjà, que ce soit aux États-Unis ou bien même dans les Antilles françaises, qui ont vraiment subi un esclavage assez dur, qui est beaucoup documenté aujourd'hui. Bien entendu. Alors, ces personnes-là, je ne pense pas que les Noirs qui étaient, on va dire, en captivité à la suite des guerres par les chefs tribaux, étaient maltraités ou bien on leur demandait un rendement par rapport à leur journée de travail. Alors que nous, de l'esclavage qui est pratiqué par les Européens, et c'est purement ça qu'on peut qualifier d'esclavage, cet esclavage-là, il y avait une certaine rentabilité. Ils avaient besoin d'une main-d'œuvre pour développer leur économie, que ce soit au niveau de l'agriculture, les plantations de canne à sucre ou bien du coton. Que ce soit même dans l'industrie même ferroviaire, où les Noirs ont contribué justement à construire les chemins de fer, parce que c'était la main-d'œuvre gratuite, puisque les Noirs qui étaient pris en Afrique, ils étaient pris pour devenir des esclaves des esclaves plus tard. Alors, donc, de ce fait, les mots donc quand Paul Duchahut arrive dans le sud du Gabon, il est accueilli, mais par contre, ses intentions véritables, il ne les dit pas. Il ne dit pas que justement, moi, mon but, c'est de venir justement cartographier et plus tard aller vendre ces données-là aux nations européennes. Mais quelle est la conséquence de ça? Ce sont ces schémas-là qui ont permis justement de savoir qu'en Afrique, c'était un vivrier de matières premières et de favoriser justement les grands voyages maritimes et justement toutes les conséquences que nous avons aujourd'hui. En effet. Alors, autre fait qui ressort dans votre document, c'est, on le sait, mais j'ai besoin de votre explication là-dessus. Vous dites, monsieur Judas Niam, qu'il ressort que la signature des traités se fait avec des chefs mpongwe plus ou moins consentants et ignorants des termes et contenus du traité signé. Oui. Il arrive que le traité soit entièrement vierge au moment où il est présenté au chef de la tribu africaine. Une fois signé par ce dernier, il appartient au pays européen de le remplir. C'est le cas du traité signé entre le roi Glace et la France. Effectivement. Alors, parmi les chefs pongwais, donc encore une fois, je parle de chef et non de roi. Donc, parmi les chefs pongwais, je vais prendre juste 2 exemples qui sont mentionnés dans le livre, mais il y en a bien d'autres dans le livre. Ça, c'est documenté quand même. Alors, le premier exemple, je vais prendre le roi Denis Rapochombo. Alors, le roi Denis Rapochombo, quand il cède son territoire, c'est suite à un voyage en Europe, ou à Marseille principalement et à Bordeaux. Et lors de ce voyage-là, comme je ne sais pas si les auditeurs ont lu Le Vinaigre à la médaille,
Et donc, il cède de Ferdinand Yonot. Peut-être pas tous les auditeurs, Oui. mais quelques-uns. Et donc, dans ce livre-là, moi, quand je travaillais avec les documents que j'avais, c'est purement l'image que j'ai eue dans la tête. C'est que le chef Denis Rapocumbo a cédé justement pour remercier la France sûrement l'avoir protégé ou bien de l'avoir aidé dans la gestion de son territoire. Là, ce contrat-là, on peut dire que des textes qui existent, on peut dire que le roi Denis avait conscience de bien donner son territoire à la France. C'était vraiment volontaire. Alors, je prends un autre exemple maintenant, celui de Glace. Oui. Alors, le roi Glace, ou le chef Glace, lui, par contre, c'est une autre approche. Il avait plutôt une approche de pouvoir collaborer ou d'échanger ou de commercer avec l'ensemble des Européens, que ce soit les Français, les Espagnols, les Portugais et même les Américains. Bien entendu. Alors, lui, pour que la France puisse avoir souveraineté sur son territoire, comment la France y est prise? Ils ont utilisé deux voies. La première voie était d'utiliser le célèbre commerçant de l'époque, Toko. Et ce commerçant-là, qui était un commerçant pongouais, qui vendait de l'ivoire, de l'ivoire, du bois aux Européens, même des esclaves aussi. Ils sont passés par ce commerçant-là pour essayer de le soudoyer pour qu'il puisse faciliter la signature du contrat de cessation de tiers du chef Glace. Ce dernier ayant refusé, et même dans le village, même le commerçant a clairement fait comprendre à l'Européen que leur village n'avait pas besoin d'un autre chef et que Glace était assez raisonnable de pouvoir savoir justement comment gérer son territoire. Alors la France a utilisé un autre moyen ou une autre voie, c'est-à-dire qu'elle est passée, puisque le nom Glace, d'où ça vient en fait du fait que le chef Glace avait un penchant pour l'alcool. Et donc c'est pour ça que les Américains, les Anglais l'ont appelé Glace. Glace qui veut dire verre. Voilà, exactement, Glace, que le mot anglais, du verre, que le mot verre en anglais. Alors, donc, ils ont utilisé cette ruse-là pour le rendre ivre et ils lui ont fait croire qu'en fait, c'était une lettre pour le roi de France. Et donc, il fallait qu'il signe. Alors, dans cet état-là, on comprend très bien que Glace n'avait pas tous ces moyens pour comprendre et déchiffrer exactement le contenu du courrier. Et donc, c'est des exemples à montrent clairement fait que... exactement que les traités n'étaient pas forcément consentis par l'ensemble des chefs pongouais qui les ont cédés et que la France, suite à la conférence de Berlin, avait l'obligation pour elle, en tout cas dans ses intérêts, de pouvoir annexer l'ensemble des territoires et bien montrer aux autres nations européennes que c'est son territoire. Et donc, encore une fois, l'Africain est toujours mis de côté et les intérêts de ces villages pongouais, qui est notre identité aussi, n'a pas été sauvegardé. Et c'est le fort qui a pris l'ascendance et aujourd'hui, on connaît Libreville qu'on a. Didier, vous avez une question? Non, c'est pour juste dire que des traités comme ça, il y en a eu pas mal. Exactement. Certains de nos chefs qui ont dû céder une partie du territoire en toute ignorance. Exactement. Voilà. Oui. Et autre fait également, monsieur Judas Nyam Dandi, est-ce que vous pensez que normalement l'histoire est un danger? Quand on ressort ce que vous dites et quand on ressort tous ces documents que l'on confronte, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne peut pas susciter, ça ne devrait pas avoir susciter un sentiment qui ne soit pas gai, qui ne soit pas joli, ça, quand on regarde. Est-ce que l'histoire la ressortir comme cela? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui laisser certaines choses dans le passé et regarder vers l'avenir? Alors, moi, le livre, quand je l'ai conçu, je suis parti des origines en 1964. Pourquoi? Parce que de ce travail-là, j'ai fait un constat. J'ai l'impression que l'histoire se répète à chaque fois. Et c'est à chaque, par exemple, vous prenez l'exemple des signatures des traités, mais il n'y a pas que les chefs pongouais, il y a d'autres chefs même tout récemment qui non mais effectivement, oui, non, bien tout récemment, quand je dis tout récemment, ça doit peut-être, c'est un danger. Ça doit peut-être, c'est pas des trucs qui datent, des choses qui datent, je veux dire, des années 1440 autres. Non, c'est tout récemment dans les années 80. Les années 80. Il y a par exemple l'exploitation on va dire les terres qui sont aujourd'hui qui sont occupées par certaines populations. Les entreprises, les multinationales vont venir, auront besoin de ces terres-là.
pour justement rentabiliser ou bien faire du profit là-dessus. Mais on oubliera par exemple que c'était peut-être justement une source où nous, on a peut-être un patrimoine à l'intérieur. Je prends un exemple. Par exemple, le quartier qui est aujourd'hui le quartier Baraka. Le quartier Baraka, lorsqu'on étudie l'histoire, on apprend que ce quartier a été l'établissement, par exemple, des premiers missionnaires anglais. Et par la suite, c'est de ceux qui portent le nom aujourd'hui du camp Baraka, c'est de cette terre que s'est transmise, par exemple, la religion catholique. Et donc, ils avaient compris à l'époque qu'il fallait inculquer aux jeunes Pongwais la culture, la religion, qu'aux adultes, parce qu'ils avaient compris que les adultes étaient plutôt dans les croyances bantoues que les jeunes aujourd'hui. Et donc, cet événement a pour conséquence quoi? Si on fait des fouilles archéologiques dans cette zone du camp Baraka, on est capable justement de trouver un patrimoine, une connaissance justement de notre histoire et de savoir justement comment était pratiqué l'esclavage au Gabon à partir des fouilles qui pourront être réalisées dans cette zone. Et donc, alors qu'aujourd'hui, les gens ont construit dessus et du coup, on n'a plus peut-être cette chance-là de retrouver ce patrimoine-là qui aurait pu nous donner plus d'informations sur qui nous sommes, quel était le mode de vie de ces populations-là de l'époque. On peut même aussi trouver peut-être des vestiges sur les populations pongwais de cette époque-là. Didier, oui, nous vous écoutons, vous dites... Oui, nous allons nous rendre en 1964. Oui. Déjà, on va encore... on va aller progressivement. On arrivera en 1964. Nous n'allons pas précipiter les événements. 1964, c'est la fin du document. Je rappelle aux auditeurs de Radio Gabon, mesdames et messieurs, que nous sommes en compagnie de monsieur Judas Niam Mandandi Boussamble. Il est l'auteur de l'ouvrage « L'histoire du Gabon de ses origines à 1964 ». Alors, vous dites, monsieur Judas Niam, que la colonisation prit une autre tournure avec l'indépendance. Explication. Alors, nous sommes colonisés, on est indépendants, mais cette colonisation va prendre une autre tournure. Laquelle? Alors, quand je parle aujourd'hui de la colonisation qui prend une autre tournure, je prends par exemple mon exemple. Moi, j'ai fait mes études ici jusqu'à mon baccalauréat. Mon pays a financé mes études jusqu'à ce que j'obtienne mon doctorat. Mais aujourd'hui, je travaille pour la France, pour la France, puisque je suis en France. Oui, je travaille, mais je suis payé par l'État français. Par l'État français, voilà, exactement. Mais je travaille pour la France, mais pas par la France. On n'a peut-être pas précisé que monsieur Judas Niam, il est l'auteur d'un doctorat obtenu à l'Institut national polytechnique de Toulouse. Il est l'auteur d'une thèse de doctorat scientifique de chimie organique. Donc c'est un chimiste, physicien, qui se retrouve à faire de l'histoire. Effectivement. Absolument. Alors, quand je prends mon exemple, je pense que je gagnerais, ou bien mon pays gagnerait à ce que je revienne travailler ici. Bien entendu. Alors, justement, cette fuite des cerveaux-là, où moi je me retrouve à travailler en France, c'est une autre façon, justement, de continuer quelque part aussi la colonisation. Pourquoi? Parce que moi, aujourd'hui, j'instruis les jeunes français, et j'échange avec eux, et mes élèves ou bien mes étudiants, il y a un bon retour en fait. Et du coup, j'aurais pu apporter ce savoir-là ici ou sur mes terres, transmettre ce savoir-là ici. Mais le fait que je ne contribue pas quelque part au développement du Gabon, que ce soit par le biais de l'enseignement ou même par le biais de la recherche. Vous le faites aujourd'hui à travers cet ouvrage que nous apprécions, l'histoire du Gabon de ses origines à 1964. On voit que vous êtes foncièrement attaché à l'histoire de votre pays et vous y contribuez énormément. Je vous laisse finir. Oui, bien sûr. Vous avez quelque chose à dire. Exactement. Donc du coup, le fait que la colonisation a pris une autre forme, c'est qu'il n'y a pas que les matières premières qui bénéficient à l'Europe. Par ricochet, par exemple, moi aujourd'hui qui a été formé, aujourd'hui je contribue, je consomme en Europe, je vis en Europe, je contribue justement au développement, je paye mes impôts aussi là-bas. Et donc ça aussi c'est une autre forme quelque part de repousser le curseur, parce qu'il y a toujours cette capacité, cette histoire de toujours prendre les matières et les amener, les transformer en Europe. Alors, on va parler maintenant du capitaine Charles Ntcheréré que vous avez évoqué dans votre document. Oui. Grand homme, grand personnage. Qu'est-ce qu'on peut retenir du capitaine Charles Ntcheréré? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est deux choses. Et il n'y a pas que lui. Et c'est malheureux de le constater aujourd'hui, mais il n'y a pas que lui.
première chose, c'est que le capitaine Touré a participé à la Première Guerre mondiale. Et donc, il est parti représenter le Gabon dans le biais des tirailleurs sénégalais. Alors, il faut redéfinir ce qu'on entend par tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, à la base, c'était un régiment qui était constitué à la base uniquement de Sénégalais. D'où le mot tirailleurs sénégalais. Mais par la suite, ce mot va désigner va l'ensemble de dériver, populations pour désigner un ensemble de populations qui proviennent des colonies françaises, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Et c'est par ce biais que le capitaine Touré intègre justement ce régiment-là qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Et donc il va participer à la Première Guerre mondiale, il va revenir vivant de cette guerre. Et par la suite, il sera encore, il reparticipera à la Deuxième Guerre mondiale où il laissera sa vie. Au cours de laquelle il perdra la vie. Exactement. Et il y a quelques jours, bien entendu, son fils un peu avant, je crois, et lui après. Effectivement, donc c'était justement la deuxième chose sur laquelle j'allais revenir. Mais pour terminer, c'est d'abord le capitaine Touré. Bien entendu. Déjà, le fait de retenir ça veut dire que c'est très important quand même pour notre histoire. Savoir que la Première et la Seconde Guerre mondiale, le Gabon était présent. Le Gabon s'est aussi battu pour la liberté. Bien entendu. Pour la liberté dans le monde. Que ce soit en France, mais il y a en Europe en général. Il n'y a pas que le capitaine Touré, il y a aussi son fils Jean-Baptiste qui s'est aussi engagé très tôt. Et Jean-Baptiste Touré aussi, il a participé à la Deuxième Guerre mondiale et il a aussi laissé de sa vie. Comme son père. Comme son père. Et le Gabon ici était par exemple présent à la guerre d'Algérie, par le canal du capitaine Charles Touré. Non, pas le capitaine Charles Touré, c'était plutôt par le canal de Balonzi-Albert. Oui, Balonzi-Albert, un certain nombre de noms que vous avez cités dans votre livre. Ce monsieur-là, c'était mon grand-père et j'ai eu la chance... On en vient. Oui, effectivement, j'ai eu la chance quand même de pouvoir contacter les services des anciens combattants à Pau pour pouvoir accéder justement à la documentation, pour connaître les raisons pour lesquelles il a été envoyé en mission là-bas. Donc, il a aussi fait partie des fameux tirailleurs sénégalais. Alors, ce monsieur-là, malheureusement, mon grand-père, il est mort dans l'indifférence générale. Et c'est plutôt sa famille. Moi, par exemple, j'en parle aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que beaucoup de Gabonais savent qui est Balonzi Albert. Et je suis ravi justement de pouvoir prendre son exemple. Mais il y a bien d'autres. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont qui ont représenté ou défendu le Gabon et même l'image du monde. Est-ce que vous pensez qu'on a du mal à regarder notre histoire? Est-ce qu'on a du mal à assumer notre histoire? Qu'est-ce qui fait que toujours on a un problème de mémoire dans notre pays? On passe de là à là en effaçant tout ce qui... Alors, en fait, c'est pas qu'on a du mal, c'est juste que parfois on ne se pose pas peut-être les bonnes questions. Ce travail-là, la documentation que j'ai trouvée existe bel et bien. Donc elle est disponible, les gens peuvent lire, les Gabonais écrivent, il n'y a pas que les Gabonais, mais les écrivains en général, les historiens, que ce soit ici au Gabon ou bien à l'étranger, écrivent. Sauf que cette littérature-là, parfois, elle est un peu masquée dans un thème qui est assez complexe et parfois même le vocabulaire n'est pas forcément assez approprié pour essayer de vulgariser au maximum. Donc c'est pas vulgarisé. Et donc, effectivement, donc moi, justement, ce travail-là, c'était justement de mettre ça en avant et de montrer la chronologie des événements pour que chaque personne puisse suivre pas à pas l'évolution et les mutations que le Gabon a subies pour être celle qu'elle est aujourd'hui. Alors, l'histoire, c'est important de savoir l'histoire. Pourquoi? C'est pas juste simplement le fait de l'enseigner, mais c'est aussi le fait de ne pas reproduire les mêmes erreurs. La mémoire est là pour nous éviter un éternel recommencement. Et c'est ça qui est malheureux parce qu'à chaque fois, on retombe toujours sur... Moi, par exemple, c'est en faisant ce travail que j'ai appris tout ce que j'ai appris sur le Gabon. J'étais incapable, par exemple, de vous dire que le Gabon a connu 4 drapeaux. Et même, je suis même sûr que pour vos auditeurs, d'attendre 4 drapeaux, ils peuvent tomber de nuit en disant depuis nous avons eu 4 drapeaux, alors qu'on connaît le vert jaune bleu que nous connaissons. Mais avant, aux origines... Nous allons même directement entamer avec cette question parce que nous nous dirigeons tout doucement vers la fin de cette émission. Oui. Je crois Didier, lui, il gardera le 1964. C'est une question qui l'intéresse sur les emblèmes de la République gabonaise, les emblèmes du Gabon. Vous évoquez cela dans votre document, dans votre livre, le drapeau gabonais. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, le drapeau gabonais que nous connaissons aujourd'hui, je pense que tout le monde sait que le drapeau a 3 couleurs. Vert qui signifie la forêt, bleu, jaune l'équateur et bleu la mer. Alors moi me concernant, je ne me suis pas posé la question dans ce sens-là. Ça, je le savais et je remercie justement mes enseignants qui m'ont justement fait savoir ça et
Et ça fait partie justement du savoir que je transmets aux miens aussi. Par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, c'était plutôt les choix qui ont conduit à l'établissement de ce drapeau. Comment s'est fait les choix pour avoir le drapeau que nous défendons aujourd'hui, qui nous représente partout dans le monde. Et donc, suite à cette question-là, j'ai appris en fait que le premier drapeau du Gabon, à l'époque de la colonisation, c'est le drapeau français. Ça paraît évident, mais c'est quand même de savoir quelle est la période justement dans laquelle ce drapeau-là a duré. Et donc ce drapeau-là a été établi en 1843, puis à la veille des indépendances, puisque le Gabon devait accéder justement à son indépendance, à devenir une nation et une république comme la France et comme les autres pays européens et africains. Et donc le drapeau français a duré de 1843 à 1957. Puis est venue la première proposition que Léon a faite, qui a été refusé par Jacques Faucard, monsieur de l'Afrique de Charles de Gaulle. Et donc, ce drapeau-là, c'était le même drapeau français, bleu, blanc, rouge. Avec un Okumo au milieu. Avec un Okumo au milieu. Alors, ce drapeau montrait toujours justement l'attachement, l'appartenance. Et même la domination que la France, puisque la France voulait maintenant habiller les vêtements des droits de l'homme, de la liberté. Et donc, elle ne pouvait plus assumer la colonisation, la soumission des peuples. Et donc, ce drapeau a été refusé par le représentant de la France, donc Jacques Faucard. Et par la suite, nous avons eu le drapeau vert, jaune, bleu, avec un jaune fin et un vert et un bleu de proportions égales, avec en canton, c'est-à-dire en haut à gauche, le bleu, blanc, rouge, qui était le drapeau que nous avons eu pendant l'Afrique équatoriale française. Et donc ce drapeau aussi a été refusé par la suite à la veille des indépendances, parce que, encore une fois, la France apparaissait clairement devant les yeux du monde. Et donc je n'ai pas eu des explications qui ont conduit à l'égalité des largeurs au niveau des drapeaux vert, jaune, bleu. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ce drapeau de l'Afrique équatoriale française n'est que le drapeau que nous connaissons aujourd'hui n'est que la conséquence ou bien le fait d'avoir supprimé le drapeau français en canton. Donc vous comptez notamment amplifier ou encore, on va dire, enrichir cette partie sur les emblèmes du Gabon, surtout sur le drapeau de la République gabonaise. Exactement. Quand vous travaillerez dessus. Comme nous nous acheminons tout doucement vers la fin de notre émission, nous allons tout de suite avec Didier qui a sérieusement gardé au chaud cette question de 1964. Alors Didier, on y va. Dans votre livre, vous dites que la première révolution gabonaise, où vous l'avez dit, vous l'avez encore appelé, où le rendez-vous manqué. Alors, moi, c'est plutôt le rendez-vous manqué. Pourquoi, pour vous, c'était un rendez-vous manqué, 1964 ? Alors, parce que, il faut d'abord souligner qu'avant d'arriver en 1964, on est à la veille des indépendances. Donc, il faut se remettre avant le 17 août 1960. Et donc, apprendre d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là. Alors, à cette période, s'est posé la question, puisque le Gabon devait accéder de devenir une république autonome avec des emblèmes tels que le drapeau que nous avons défini auparavant, mais aussi le choix du régime politique. Il y avait le choix du régime parlementaire, où le Parlement avait un contrôle sur l'action du chef de l'État, ou le deuxième régime, c'était le régime présidentiel. Et là, le Parlement n'a pas forcément de contrôle. Présidentiel fort. Fort, oui, mais quand même présidentiel. Bien entendu. Alors, et donc, dans ce régime-là, le Parlement, qui est le représentant aussi du peuple, n'a pas un contrôle. C'est ce qu'on voit en France, par exemple, avec Emmanuel Macron, qui a un projet de société ou bien une action à mener. Il n'a pas besoin de consulter le Parlement ou bien les autres entités, les autres partis politiques. Bien entendu, ou organismes, les autres appareils de l'État. Alors qu'aux États-Unis, c'est complètement le contraire. On a Barack Obama, quand il voulait faire passer Obamacare, par exemple. Obamacare, par exemple, il avait besoin d'avoir le Congrès pour... Et le Parlement. Effectivement, pour pouvoir justement autoriser le financement et la mise en place de son Obamacare. Alors, ce choix-là, donc, comme vous pouvez le constater, était vraiment primordial. Et il y a des hommes politiques gabonais qui ont milité. Les premiers hommes de l'indépendance. Exactement, Jean-Hilaire Robam, qui a... Léomba aussi, qui a contribué. René-Paul Souzat et donc, tous les autres. On avait un clivage entre Léomba, qui était plutôt pour le régime présidentiel, et Jean-Hilaire Robam, ou bien René-Paul Souzat, qui était plutôt pour le régime parlementaire. Et donc, la société gabonaise
a fait son choix et c'était le régime parlementaire que le Gabon devrait adopter à la sortie des indépendances quand nous deviendrons justement la République. Sauf que en 63, 62, 63, Léon Mba décide de changer justement. Je dis Léon Mba parce que c'est lui le président à cette époque-là. On est en 63, le Gabon est maintenant indépendant et Léon Mba décide de changer le régime parlementaire en régime présidentiel. Alors ce choix-là, que je qualifie dans le livre d'un coup d'État institutionnel, va avoir des conséquences énormes sur la vie de la société. Et donc, par ricochet, il fait arrêter le président de l'Assemblée nationale, il fait arrêter d'autres, il fait arrêter aussi d'autres responsables politiques. Et le rendez-vous manqué est là, parce que justement, à la suite justement de cette révolution-là, si la révolution s'était poursuivie et que Léon Mba n'avait pas été rétabli par la France dans ses droits, dans ses fonctions, effectivement, le Gabon aurait pris une autre trajectoire. Je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, nous connaissons la trajectoire que nous avons prise aujourd'hui, puisque par la suite, Léon Mba a été président du Gabon et c'est lui qui a dirigé le Gabon jusqu'à sa mort. Donc voilà. Donc l'histoire ne se faisant pas avec des si, mais plutôt... Exactement, avec des actes. Voilà, l'histoire c'est l'action, l'histoire ne se fait pas avec des si. Nous sommes presque arrivés au terme de votre ouvrage, Monsieur Judas Niam Mandandi Bou Samba, l'histoire du Gabon de ses origines à 1964. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ses origines à 1964? Qu'est-ce que vous apportez dans votre document? C'est un document que j'ai pu lire aisément. Oui. Il est écrit avec une facilité, une clarté, mais vraiment simple à lire. On a le sentiment un enfant de 6e qui sait lire, qui sait écrire, pourrait le lire, mais sans difficulté. Pas beaucoup de termes techniques. Exactement. Justement, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, dans le livre, je balaye vraiment une grosse fourchette. Il y a peut-être des historiens qui trouveront des insuffisances et c'est normal, toute œuvre humaine, aucune œuvre n'est parfaite. Mais par contre, le livre permet justement de favoriser ou bien permet justement de poser la première pierre en espérant que derrière, d'autres prendront la relève. Moi, si je l'ai fait, d'autres pourront aussi justement s'en inspirer et peut-être compléter les insuffisances du livre. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir qu'avant l'arrivée des Européens, parce qu'il y a cette période-là, les Européens, il faut les voir comme le curseur, comme dans la Bible, on dit il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc, l'histoire du Gabon, aux origines, les peuples vivaient dans l'ensemble du territoire du bassin du Congo et on apprend de leur migration, la structure de la société, qui sont-ils, les différents groupes qui sont dans les trois grandes populations, dont les Babongo, les Bantous et les Ekans. Et donc par la suite, on voit les interactions entre ces différents peuples-là lorsque les Européens, par l'établissement du fort, commencent à commercialiser avec les populations côtières dans les Pongouais. On voit l'interaction entre ces peuples-là, entre les peuples du Gabon et les Européens, c'est-à-dire les Pongouais qui vont avoir une ascendance sur que ce soit les fonds de l'estuaire, qui auront une ascendance par exemple sur les Échira, parce que plus la proximité avec les Européens, les autres allaient commercer ou bien récupérer l'ivoire ou les matières premières un peu plus à l'intérieur de terre. Qu'est-ce qu'on peut s'y retenir? C'est qu'à la suite des Européens, qu'est-ce que ça a bouleversé sur l'organisation, la structure de la société gabonaise? Aujourd'hui, on a la capitale Libreville que nous connaissons. Donc connaître que c'est Libreville qui a été créée qu'on dit créée par les esclaves libérés, qui n'est pas totalement ça lorsqu'on se fie aux références. On a sauté un peu Libreville parce que justement le temps qui nous était imparti ne nous permettait pas d'explorer Libreville. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'est-ce que l'on peut retenir de cette question qui donne l'essentiel de votre document aux populations qui pourront l'acheter et le lire. Exactement. Donc, Libreville qui était purement un désir de la France de montrer à la face du monde que c'est un pays des droits de l'homme. D'où la nécessité de imiter les Anglais avec la ville de Freetown en Sierra Leone. Et donc, les Français ont décidé de créer leur ville libre en prenant justement les esclaves luangais qui étaient toujours détenus en captivité par la France pour créer la première ville libre. Et donc le premier maire fut Montier. Alors, donc cette histoire-là permet justement de continuer à voir la progression justement du Gabon, l'établissement des traités signés, que ce soit avec les chefs congolais de l'estuaire, mais aussi avec le roi Mokokombe du côté de Franceville. Donc on voit bien... C'est lui qui va livrer l'intérieur du pays aux Européens. Par la suite, on voit par là la participation du Gabon dans les grands événements, que ce soit la Première et la Seconde Guerre mondiale. On a cité le capitaine Charles Treurier. Il y a aussi Jean-Baptiste qu'on doit aussi... Et j'espère que ce serait à partir de maintenant qu'on pourra justement mieux le connaître
ces représentants du Gabon, donc Jean-Baptiste Chouéré, qui est le fils de Charles Chouéré, et il y a aussi Balondi Albert, qui a participé pour le Gabon. Qui est votre grand-père. Effectivement. Bien entendu. Voilà, c'est important. Et il y a aussi d'autres que je souhaiterais justement, si c'est possible, que les gens puissent me contacter, ou bien même sur la page Facebook Histoire du Gabon de ses origines en 1964, m'envoyer des questions, bien échanger avec moi pour que on puisse compléter justement des manques sur ces différentes personnes qui ont représenté le Gabon, mais aussi les institutions du Gabon avant les indépendances. Ça aussi, c'est important de le savoir. Quelles sont les institutions qu'on a? Quelles sont les institutions qu'on a préservées par la suite? Quelles sont les mutations de ces institutions-là? Et enfin, l'année 64, qui est très importante, parce que cette année-là, c'est quand même soit le premier coup d'État qui s'établit au Gabon, Gabon fraîchement indépendant. Le président Léon Baé déposé, mais rétabli dans ses fonctions par la France. Effectivement, donc par la France. Et il y a un très bon documentaire de LCP qui a été réalisé, qui est toujours disponible dans les archives de l'INA, et l'Institut français audiovisuel, qui montre bien que la France choisissait ses candidats et qui permet justement d'appuyer l'assertion que la France a rétabli pour défendre ses intérêts. Donc il y a des documents, il y a des sources, et c'est important de le savoir. Et connaître ça nous permettra même de mieux négocier par exemple les différents contrats, de mieux ne plus reproduire les mêmes erreurs, peut-être même de susciter l'intérêt national que de l'intérêt personnel. Bien entendu. Donc voilà. Donc, en gros, le livre, justement, permet de ressasser point par point l'histoire du Gabon, des origines, donc les peuples, les différents peuples, leur migration et autres, jusqu'à l'établissement du Gabon que nous connaissons aujourd'hui, en passant par la biographie assez détaillée quand même des chefs congolais, comment ils ont signé leur traité, et ainsi de suite. Oui. Voilà, nous allons, Monsieur Gildas Niam, nous avons examiné votre livre, l'histoire du Gabon de ses origines à 1964, pendant 2 semaines. Merci. Nous nous sommes intéressés à cette histoire qui nous plaît, l'histoire du Gabon. C'est d'ailleurs le titre de notre émission. Plutôt, c'est peut-être pas l'histoire du Gabon, mais c'est mémoire du Gabon. Oui. C'est beaucoup plus la conservation, donc la mémoire. Donc nous vous remercions encore, Monsieur Gildas Niam, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu oui, d'avoir dit oui à l'invitation de Radio au Gabon afin de traiter de votre ouvrage qui s'intitule L'histoire du Gabon de ses origines à 1964. Nous invitons bien entendu les auditeurs de Radio Gabon à se procurer cet ouvrage qui est un condensé parfait et qui résume bien parfaitement l'histoire du Gabon à 1964. Nous allons vous dire au revoir. Nous disons également au revoir à Didier Makaya qui est bien présent. Du côté de la réalisation technique, mesdames et monsieur, et Emmanuel Mawete, lui il est l'homme silencieux. Moi, bien entendu, je suis Eli Ndjelebo. À dimanche prochain, mesdames et messieurs, avec un nouveau sujet. Mémoire du Gabon. Merci beaucoup. Au revoir.